Vous l'avez sans doute vu, on a passé aujourd'hui, 19 novembre, le cap des 1000 jours de l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie. En fait, c'est 3925 jours depuis le 20 février 2014, depuis le lancement de l'opération russe d'annexion de la Crimée, depuis le début de la guerre. Je n'aime pas beaucoup faire des sujets anniversaires, même si ce cap est très symbolique, mais cette journée, le 19 novembre, a été riche en informations, alors parlons-en. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler donc du premier tir de missiles américains ATACMS sur le sol russe, de la révision de la doctrine nucléaire russe, de câbles sous-marins sectionnés sous la mer Baltique et de la présentation d'un plan de résilience ukrainienne par Volodymyr Zelensky. Alors dans l'ordre, on apprenait ce matin qu'une base militaire russe à environ une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne avait été touchée. Visiblement, il y avait un dépôt de munitions qui lui était attaché, puisqu'on a vu des explosions à répétition. Et dans l'après-midi, des sources ukrainiennes, mais aussi le ministère russe de la Défense, ont confirmé qu'il s'agissait d'une attaque menée avec des ATACMS, donc des missiles balistiques américains d'une portée de 300 km. La Russie a visiblement abattu une partie de ces missiles, il est impossible d'avoir un chiffre exact, mais une partie a bel et bien atteint sa cible, et c'est donc la première fois que des missiles balistiques occidentaux sont utilisés sur le territoire russe. Auparavant, ils avaient été utilisés sur les territoires ukrainiens actuellement occupés. Donc le symbole est très fort, même si des armes occidentales sont utilisées contre la Russie depuis 2022, donc évidemment de l'armement, des véhicules blindés, des chars d'assaut ou encore des avions de chasse. Mais donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a très rapidement mis à profit l'autorisation d'utiliser des missiles balistiques occidentaux dans la profondeur russe. C'est une autorisation qui a été rendue publique ce week-end dernier. Et procéder à ce premier tir le 19 novembre, c'est aussi une manière très forte de marquer le 1000e jour de l'invasion. On peut s'attendre à plus de frappes dans les prochains jours, et ce malgré les avertissements de dignitaires et de propagandistes russes sur une escalade ou sur l'entrée dans une troisième guerre mondiale. Si vous suivez cette chaîne, vous savez ce que j'en pense. C'est une ligne rouge imaginaire de plus qui saute. L'escalade, c'est la Russie qui l'a provoquée le 24 février 2022, et tout ce qui s'est passé depuis, ce n'est que la triste logique de la guerre, des opérations militaires, des bombardements, de l'occupation et autres. Cette question de l'utilisation des missiles balistiques, elle ne change en rien cette logique de la guerre. En fait, la seule chose qui pourrait véritablement inverser le cours du conflit, c'est la quantité de ces missiles, puisque si Kiev dispose seulement de quelques dizaines de projectiles, eh bien ça n'ira pas beaucoup plus loin que quelques coups d'éclat, mais si elle est en mesure d'infliger de lourds dégâts à la logistique de guerre russe, alors dans ce cas-là, ça peut avoir un impact. Le rejet de cette peur de l'escalade, il a aussi été exprimé aujourd'hui par la ministre des Affaires étrangères allemande au sujet de la révision de la doctrine nucléaire russe. Son commentaire, c'est que Vladimir Poutine ne fait que jouer avec nos peurs. Et donc justement, parlons de cette révision de la doctrine nucléaire russe. Elle a été présentée déjà en septembre, mais elle a été adoptée seulement aujourd'hui, juste après ce premier tir d'ATACMS. Pour le dire vite, cette doctrine abaisse le seuil de riposte, notamment face à une attaque d'une puissance non nucléaire soutenue par une puissance nucléaire. Donc par exemple, le tir d'ATACMS de ce matin aurait pu déclencher une riposte nucléaire, tout comme les raids massifs de drones que l'on a vus ces dernières semaines. Mais jusque-là, il n'en a rien été, les belligérants étant plutôt engagés dans une guerre d'attrition sans pouvoir porter de coups décisifs à l'un ou à l'autre. Donc cette révision de la doctrine nucléaire russe, moi je la vois d'abord et avant tout comme un symbole politique, comme un message envoyé aux Ukrainiens et aux Occidentaux, mais avant tout comme un coup de communication qui a été préparé de longue date et calibré pour coïncider avec ce premier tir de missile occidental. À part ça, rien de nouveau sous le soleil. La menace d'un dérapage nucléaire, elle existe depuis le premier jour de cette guerre que la Russie a provoquée. Elle n'a pas été mise en application jusqu'à présent et il n'y a aucune raison qu'elle le soit aujourd'hui. Et si cette menace est mise à exécution, elle ne représentera pas vraiment une escalade, mais plutôt un basculement vers un monde totalement nouveau. Et donc il n'est pas vraiment étonnant que les Ukrainiens n'en tiennent pas compte et qu'ils tentent de repousser cette invasion avec les moyens dont ils disposent. Et il est plutôt sain, à mon sens, que les Occidentaux réalisent la nature du bluff russe. Plus intéressant, je pense, c'est la multiplication des coupures de câbles sous-marins. On en parle régulièrement sous la mer Baltique, mais aussi sous la mer Noire. Et donc il s'agit notamment de câbles de télécommunication et d'internet. Et là, entre le 17 et le 18 novembre, c'est un câble reliant la Finlande à l'Allemagne et un autre reliant la Lituanie à la Suède.
Suède qui ont été sectionnés. Ce qui fait qu'aucun des pays concernés ne considère ça comme une coïncidence. Les Allemands dénoncent, eux, une attaque hybride sans en nommer le coupable, mais évidemment tous les regards se portent vers la Russie puisque elle l'a fait par le passé et en plus de ça, elle est bien positionnée géographiquement. Et donc si jamais c'est effectivement Moscou, alors ça rentre dans le cadre de la guerre asymétrique qu'elle livre aux Occidentaux depuis déjà de nombreuses années, bien avant 2022. Et ça, que ça soit des câbles sous-marins sectionnés, des violations d'espace aérien, des assassinats ciblés dans des pays européens, des campagnes de désinformation et de propagande dans les médias occidentaux, ou encore des guérillas de milices paramilitaires dans des pays africains, c'est beaucoup plus dangereux pour les pays occidentaux qu'une prétendue menace nucléaire. Et donc vous le voyez, il s'est passé beaucoup de choses dans le cadre de ces commémorations du 1000e jour de l'invasion généralisée. Je voudrais terminer cette vidéo en parlant de la manière dont les Ukrainiens ont vécu ce 1000e jour d'invasion, et c'est globalement comme n'importe lequel des 999 jours précédents. C'est-à-dire avec lassitude mais détermination, avec abattement face au bilan lourd des attaques contre Odessa et Soumy récemment, mais aussi avec réjouissance par rapport à cette première attaque de missiles balistiques américains sur le sol russe. Aujourd'hui, c'était surtout un jour très symbolique, notamment dans la communication, sur les réseaux sociaux, dans les déclarations politiques. Volodymyr Zelensky a aussi saisi l'opportunité pour s'adresser au Parlement et pour présenter un plan de résilience. Ça, j'aimerais bien y revenir en détail dans une prochaine vidéo, d'autant qu'aujourd'hui, le Parlement a aussi adopté le budget 2025. Mais déjà ici, je voudrais faire remarquer que dans son discours, Volodymyr Zelensky a encore abaissé ses ambitions en matière de plan de paix. Il a répété qu'il recherche une paix juste et durable, mais auparavant, il parlait du retour dans les frontières de 1991 et de ne jamais abandonner ces territoires. Depuis quelque temps, le mention au retour dans les frontières de 1991, il a disparu, et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a utilisé cette formule de ne pas renoncer aux droits sur les territoires occupés. Donc on ne parle plus de ne pas renoncer aux territoires occupés, mais de ne pas renoncer aux droits sur les territoires occupés. Donc conceptuellement, c'est déjà très différent. Et ça peut trahir l'acceptation de l'idée d'un plan de paix qui s'étalerait dans la durée, donc qui commencerait par un gel du conflit, avec la perspective de récupérer d'une manière ou d'une autre ces territoires dans le temps long. Dans les sondages d'opinion, on voit toujours qu'une majorité d'Ukrainiens croient dans la victoire, mais une partie de plus en plus importante veut aussi mettre un terme au combat, faire une pause, et cela par des moyens diplomatiques. Tout dépend de comment on pose la question, vous le savez bien, mais en tout cas ça trahit une lassitude profonde et ça rentre en droite ligne avec l'opportunité diplomatique ouverte par la réélection de Donald Trump. On sait qu'il veut obtenir des résultats rapides, on ne sait pas s'il le peut, mais en tout cas il le veut, ça c'est garanti. Et donc aujourd'hui on a marqué le 1000e jour de l'invasion généralisée, et on peut y ajouter 43 jours jusqu'au 20 janvier 2025 et jusqu'à la prise de fonction de l'administration Trump. Et évidemment, il est encore trop tôt pour deviner ce que Donald Trump pourrait proposer ou imposer. Mais en tout cas, ici, tout le monde regarde donc ce 1043e jour de guerre, donc le 20 janvier 2025, en espérant que ce conflit n'ira pas beaucoup plus loin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve demain.